Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité Gilles William Gonadel. Bonjour. Alors vous êtes avocat franco-israélien, vous êtes aussi essayiste et intervenant régulier sur CNews. Vous avez été souvent à l'origine de controverses et de polémiques autour de ce que vous avez pu dire sur la notion d'identité, sur l'évolution de la société française, sur l'immigration, sur l'antisémitisme et sur Israël. Et votre actualité, c'est la publication de ce livre, Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine, paru aux éditions Fayard, un livre d'ailleurs en tête des ventes sur Amazon. Le premier, s'il vous plaît. En tête. Ça veut dire le premier. Un journal donc, qui débute le 7 octobre, jour du pogrom perpétré par le Hamas en Israël. Pourquoi Gilles William Gonadel avoir tenu ce journal de guerre depuis le 7 octobre, un journal de guerre qui se termine il y a 2 mois, le 7 décembre. Bon, d'abord, l'idée n'est pas de moi, l'idée d'Isabelle Saporta. La patronne de Fayard. La patronne de Fayard, qui était d'ailleurs tout autant bouleversée que moi, complètement dévastée par ce qui se passait. Et moi, je venais de lui rendre un livre sur le wokisme, une fiction sur le wokisme. Et elle m'a dit... Oui, c'est ce que vous indiquez dans le... Ouais. Vous racontez l'histoire. Je raconte l'histoire. Elle me dit, tu devrais expliquer ça chaque jour. Alors, j'ai sauté complètement sur cette occasion parce que j'y ai vu, évidemment, un moyen thérapeutique de tenter un tout petit peu de calmer, voilà. Et alors, pour vous, parce que pour vous, on le sent bien à la lecture de ce livre et à vos expressions publiques, cette date du 7 octobre, elle a été un tournant. Elle m'a dévasté. J'ai écrit sans pudeur que je ne serais plus jamais aussi heureux que depuis le 7 octobre. Voilà, c'est clair, c'est net, pour des tas de raisons. Qu'on va détailler. Mais d'abord, vous savez ce qu'on va faire ? On va parler de votre parcours, parce que c'est le principe de l'émission. Du parcours, quelque part, de l'enfant de la République que vous êtes. Vous êtes un enfant de la République, comme nous tous. Totalement. Alors, de l'immigration et de la République. Voilà, alors vous avez baigné dans un creuset familial, on va dire, de gauche. Oui, de gauche, comme beaucoup d'ailleurs de juifs polonais ou russes, puisque vous avez une double appartenance, qui sont arrivés en France dans les années 20, quelque part. Et donc même une partie de votre famille, je crois que c'est votre famille maternelle, était communiste. Ah oui, la branche maternelle. J'allais souvent, quand j'étais enfant, à la fête de l'humanité. J'aimais beaucoup. Et vous aimez toujours Non, ça fait longtemps que j'y ai pas mis un pied. Alors, je ne suis pas sûr que je serais reçu avec un grand sens de l'hospitalité. Oh, c'est pas sûr. Mais enfin, à quel moment et pourquoi vous avez rompu avec, on va dire, cette tradition familiale ? Non, mais d'abord, ma famille elle-même a rompu, qui avec la gauche, qui avec le communisme. Je ne me suis pas construit contre ma famille. Notamment l'un des tournants, ça a été 1967. Quand vous avez Vous aviez 13 ans. Oui, donc quand bar mitzvah. Vous l'avez fait votre bar mitzvah d'ailleurs ? Oui, j'ai fait très belle bar mitzvah à Rouen. Oui, tout à fait. Oui, parce que vous êtes né en Normandie. Je suis né à Rouen et j'ai vécu à Gournay-en-Bray, à 54 km de Rouen. Et donc, qu'est-ce qu'on disait, je sais. Oui, alors donc, la tradition en 67, quand il y a un leader communiste qui explique que les Juifs vont comme avec le veau d'or à la synagogue, ça rend pas très communisant, si vous voulez. Et quand vous avez un président de la République, De Gaulle, qui dit peuple d'élite sur de lieux dominateurs, c'est pareil. Oui, ça a laissé des traces. Ça a créé effectivement un grand froid, mais qui a duré quelques années. Mais ma famille n'était pas très gaulienne. Voilà. Plutôt mitterrandiste après. Oui, plutôt mitterrandiste. Plutôt mitterrandiste. Votre enfance de juif russo-polonais né en France, pour reprendre une expression qu'on connaît bien, quels souvenirs il vous en reste ? Quels souvenirs vous en avez ? Des souvenirs. Et est-ce que vous en avez des souvenirs ? Oui. J'étais fils unique à Gournay-en-Bray. J'étais le seul juif. Mes parents étaient confectionneurs. J'étais le seul à porter des pantalons quand les petits, notamment fils de paysans, avaient des shorts. J'ai été très différent. Comme j'étais le seul juif, j'aurais été bossu, on se serait foutu de moi, pareil. Bon, j'étais le seul juif. Si vous avez été bossu et juif ?
Alors là, je ne vous dis pas. Hein? Mais toujours est-il que j'ai... Alors, il y avait... Non, mais ça reste quand même... C'est quand même un souvenir assez radieux, la campagne, les rapports avec les paysans, tout ça. C'est radieux. Mais je me suis fait taper dessus, qui par les catholiques de l'Église en majesté, parce que j'avais tué Jésus, qui par des fils d'ouvriers, parce que j'étais fils de commerçant. Vous rendiez les coups? Ah ben oui. Hein? Ah oui, je peux vous dire que je me laissais pas faire. Ouais. Non, pas spécialement. Donc l'antisémitisme, là, on est pratiquement dans l'immédiate après-guerre. Hein? Pas très loin de la guerre. Pas très loin, non. Pas très loin. Donc vous avez connu l'antisémitisme de la France d'après-guerre. J'ai connu l'antisémitisme, j'ai connu les souvenirs. J'ai grandi dans les souvenirs de la Shoah. D'ailleurs, vos parents, pendant la guerre, ils étaient en Normandie? Alors, ma mère était à Livry-Gargan. Avec ses parents, protégés qui par les communistes, qui par les gendarmes français, qui prévenaient quand il y avait des rafles. Et mon père a vécu en zone non occupée, où lui me décrit un très fort antisémitisme. Si vous écoutez ma mère, les Français... Vous dites dans votre livre, ma pauvre mère. Oui, ben oui, hein? Puisque parce qu'elle n'est plus là. Hein? Si vous écoutez ma mère, les Français ont été admirables. Si vous écoutez mon père, les Français ont été épouvantables. Et donc, j'en ai conçu, je pense, un sens de la nuance et de la relativité. Et quand c'est le cas dans ma famille, hein, ma mère a été cachée, mes grands-parents ont été aidés, mon grand-père a été déporté, mais on sait ce que c'est injuste. Oui. C'est essentiel aussi dans l'histoire de France. Tout à fait. Hein. On sait. Dans l'histoire des Juifs. Hein. Oui, sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Bien entendu. On est d'accord. Bien entendu. C'est quoi être juif pour vous? Moi, il me semble, la manière dont je me suis construit, c'est quelqu'un effectivement qui a souffert, à n'en pas douter, qui sait ce que c'est que la souffrance pour lui et pour les autres, et qui est révolté par l'injustice vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres. Voilà. Vis-à-vis des autres aussi? Ah bon, je suis parce qu'on vous a souvent reproché de ne pas faire attention à ce que vivent les autres, notamment les immigrés. Écoutez, alors très sincèrement, alors vous dites les immigrés. Je ne suis d'abord ou les enfants de l'immigration. Pardon de vous dire. Vous avez commencé par dire que je suis ou j'aurais été l'objet de beaucoup de controverses. Je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Je n'ai pas, même quand j'ai écrit la réflexion sur la question blanche, je n'étais pas l'objet de controverses. Je peux vous dire qu'au moment où je vous parle, après un très long parcours médiatique, on n'a pas pu retourner contre moi le moindre tréma et le moindre point-virgule. Et que peut-être, alors je ne sais pas, peut-être d'aucuns me reprochent de ne pas être spécialement sensible à la souffrance immigrée. Je ne considère pas que les immigrés soient particulièrement maltraités en France. Par contre, et les enfants d'immigration ? Par contre, je suis assez sensible à la souffrance des petits blancs français qui, je trouve, sont beaucoup plus maltraités que les immigrés, alors même qu'ils ne sont pas pleins. Ça, c'est une de mes marques de fabrique. Une marque de fabrique, vous en parlez dans le livre aussi, on va reparler du livre, parce que vous faites un parallèle entre ce qui se passe en Israël et ce qui se passe en France. Bien entendu, hein, ça fait partie de la manière dont je me suis construit intellectuellement. Mais donc, réellement, c'est en tant que juif, esqualité de juif, que je crois être sensible à la souffrance des autres, mais à la vraie souffrance et à l'injustice. C'est quoi la fausse souffrance ? Je pense de présenter l'immigré français comme avoir été maltraité par les beaufs au béret pétinistes français, c'est une fausse souffrance. De présenter les Français comme des beaufs pétainistes, c'est une vraie injustice. Pardon, mais je me suis construit là-dessus, moi. Et pourtant, j'ai commencé par vous dire que je n'ai pas considéré la France et les Français comme des saints laïcs, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque je vous ai parlé et des injustices commises par l'Église catholique en majesté dans les années 60 et de la manière dont j'étais traité. Tout cela est, vous savez, très, très nuancé. Hein. Alors, on vous reparlera de ça. Oui. On va parler d'abord de ce que vous dites aussi de vous. Je suis un juif de combat. Qu'est-ce que c'est un juif de combat ? Moi, je me suis construit là-dessus. Je me suis construit un peu comme, vous savez, tout seul. J'ai vécu beaucoup seul à Gournay. J'étais fils unique. Hein.
Jusqu'à quel âge à Gournay? Parce qu'après, vous êtes venu à Paris. Quitté... Non. Après, je suis parti pour Rouen, où j'ai... mais après, en 78, vous êtes alors après, je suis disque jockey à Londres, et puis après, je reviens, alors là, cette fois-ci à Paris, et puis voilà, et puis après, je fais mes études, et puis avec, notamment, j'entre chez Henri Hachdenberg avant même que je sois avocat, et puis après, j'ai fait ma carrière, qu'est-ce que je vous dis? Le métier d'avocat, comment vous le concevez? Est-ce que vous êtes juge de combat? Est-ce que vous êtes aussi avocat de combat? Je suis président d'Avocats sans frontières, et je suis avec Aude Velredal, d'ailleurs, qui est ma sœur de combat. Nous sommes ceux qui avons, je pense, les premiers, les seuls, attaqué l'antisémitisme que l'on n'attaquait pas, à savoir l'antisémitisme d'extrême gauche ou l'antisémitisme islamiste. On ne le faisait pas. Les grandes associations SOS, Racisme et compagnie ne voulaient pas le faire. Il n'était pas question, évidemment, de parler non plus de racisme anti-blanc. Lorsque je suis à la LICRA, je suis avocat de la LICRA, alors j'explique pas là, mais j'ai dû expliquer autre part, que j'ai eu beaucoup plus de mal. C'était mon très cher Pierre Bloch qui m'avait demandé sur mon idée d'attaquer Libération et Serge July pour un truc épouvantable qu'ils avaient créé dans Libération. J'ai eu beaucoup de mal à convaincre le comité central de la LICRA qui avait été travaillé par Mitterrand pour sauver Serge July qu'il fallait l'attaquer que de convaincre la 17e correctionnelle qui m'a donné satisfaction. Il faut comprendre... Et le privilège rouge, tel que je l'ai nommé, c'est le privilège rouge. Ouais. On va en reparler. Ouais. Vous avez toujours votre parcours. Vous avez effectué votre premier voyage en Israël en 1971. Vous avez 17 ans. C'est vrai que ça a été une désillusion pour vous? Oui, une désillusion. C'était pas une cruelle désillusion parce que vous savez, Vous n'étiez pas en kibbutz? Je sais pas. Si, moi je suis bien entendu, puisque moi j'ai une de mes cousines qui a perdu ses deux parents, Nelly, qui a perdu ses deux parents pendant la Shoah, qui a passé son occupation à attendre sur un escalier le retour de sa mère. Eh bien, elle est partie dans des conditions épouvantables à Degania Aleph, et évidemment, elle s'est construite, si on peut dire, à Degania Aleph, en Galilée. Vers Tibériade. Hein. Et vers tout ça, en face du lac. Et donc, oui, je l'ai rejoint. L'un des premiers kibbutz. C'est le premier. Degania Aleph, c'est le premier. Ouais. C'est le premier, c'est le plus... Enfin, il est magnifique, j'adore Degania Aleph. Et donc, oui, j'ai travaillé dans l'avocat. Dans l'avocat. Et donc, après, vous êtes devenu avocat. Voilà. Et alors, pourtant, des années passent. Hein, on va passer les années, on va sauter un certain nombre d'années. Et en 2000... vous obtenez la nationalité israélienne. Vous l'avez demandé donc. Hein. Et pourquoi? Pourquoi cette démarche? Pourquoi avoir voulu devenir israélien? En dépit de la désillusion que vous aviez eue en 71. Mais là, c'était... Vous savez, je dis dans mon livre, comme j'ai dit à Éric Zemmour, d'ailleurs, la dernière fois que j'ai déjeuné avec lui, ne vous en déplaise, Frédéric Aziza. Non, mais allez-y, on va parler de lui. Mais bien sûr. Et malgré les divergences que j'ai avec Éric, que je connais depuis 40 ans, je lui ai confessé, il revenait d'Israël. Et je pense qu'Éric, à mon contact peut-être, a compris davantage de la nature d'Israël. Je lui ai expliqué qu'aujourd'hui, la détestation d'Israël, c'était, et la détestation des Juifs, mais la détestation d'Israël, c'était encore plus la détestation d'un État-nation occidental que la détestation par voie d'antisémitisme. Donc ça lui parle, à lui. Mais donc, quand je lui avoue, quand on déjeune ensemble à son retour d'Israël, que je pense que je préfère Israël à la France en raison de la fragilité de l'État juif actuel, et je préfère les Français aux Israéliens. Ah oui? Oui, je préfère... vous savez, j'adore les Israéliens, qu'on comprenne bien, mais si je dois choisir... Vous parlez hébreu d'ailleurs? Mais je parle mal tout. Parle mal tout. Pas le français? Sauf le français, je parle mal tout. Mais vraiment, je suis nul en langue et je ne comprends pas ce qu'on me raconte. C'est une forme d'infirmité dont je ne tire pas une vanité particulière. Mais vous savez défendre vos clients En français, j'arrive. En français, j'arrive à me débrouiller. Quand même. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, la société française, en France, on sait vous dire merci, bonjour et au revoir. Ce qu'on ne sait pas toujours dire en Israël. Et je ne suis pas... Il y a des pans de la société israélienne,
notamment en matière judiciaire les avocats ou les banquiers, etc., qui ne m'inspirent pas une sympathie vive et naturelle. Donc je regarde la France et Israël comme je regarde les gens, à la fois avec une sympathie naturelle, mais en même temps avec mon esprit critique et ma liberté de dire. Alors justement, la France et Israël. Votre livre a pour sous-titre, c'est l'Occident qu'on assassine. Hein, en quoi et comment l'Occident peut-il être concerné par une guerre qui se déroule à 5000 km d'ici et quel parallèle vous faites entre ce qui se passe en Israël et ce qui se passe en France? Il faut comprendre que ma construction intellectuelle, depuis le nouveau Bréviaire de la haine, en passant par mes réflexions sur la question blanche, je suis arrivé à la conclusion que l'antisémitisme, qui est un génie, l'antisémitisme, c'est un virus mutant. Mutant, donc, c'est-à-dire? Un mutant, c'est-à-dire. Non, mais là, précisément, ça veut dire quoi? Alors, il est passé de l'extrême gauche à l'extrême droite, ça voulait dire? De l'extrême droite à l'extrême gauche? Oui, mais pas. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Ouais. C'est que l'antisémitisme, il suit le juif. Il suit la carrière du juif. Il suit le parcours du juif. La géographie? La géographie et tout ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire, lorsque le juif n'avait pas de patrie, l'antisémite d'extrême droite, lui, c'est le juif c'est l'antisémite qui dit au juif, dis-moi comment tu es, ES, je te dirai comment je te hais, HAIS. Donc l'antisémite dit au juif, tu es un veule apatride. Rien n'est vrai, mais il y a un fond de vérité puisqu'il n'a pas de patrie. Et lorsque le juif a une patrie, Israël... Donc avant 48, vous voulez dire. Avant 48, jusqu'à 48. Lorsque le juif a enfin retrouvé sa patrie, à partir de 48, son armée, sa nation, et qu'il se défend, et que même il lui arrive de tuer, eh bien, l'antisémite, cette fois-ci d'extrême gauche, dit aux juifs, tu es un nationaliste belliqueux. Mais il a fallu attendre d'ailleurs des années après 48, c'est plutôt à partir de 67 qu'on a entendu ce discours. Enfin, il avait déjà, il était déjà né dans le discours antisioniste, mais c'est à partir de 67, évidemment, et c'est normal, par le triomphe insolent du juif sur les armes. Du juif soldat. Alors effectivement que là, cet antisémitisme-là, que je n'appelle même plus nouveau, fait une très belle carrière, puisqu'il y a quelque chose de vrai, c'est une nation, donc on peut parler de nationalisme, et c'est une armée puissante, et donc on peut dire qu'elle est meurtrière, qu'elle est criminelle, qu'elle est comme vous voulez. Mais donc il faut comprendre cela. Et donc moi, j'écris dans mon livre, comme j'ai écrit, je peux vous dire que lorsque l'antisémitisme d'extrême droite était à son apogée, me connaissant comme je me connais, je l'aurais... Vous en parlez dans le livre, mais on va en parler après, parce que c'est un extrait du livre que j'ai retenu. On va en parler. D'accord. Vous faites le parallèle entre l'antisémitisme des années 30-40 et l'antisémitisme d'aujourd'hui. Alors vous avez suivi la guerre à Gaza, et dans ce livre, et les réactions à la guerre depuis la France, et puis donc le traitement, à vous lire, un traitement médiatique quelque part. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous êtes surpris. C'est quelque chose auquel vous attendiez. Mais dès le 10 octobre. Alors justement, et là on parlera du 10 octobre, mais il y a l'anecdote du 17... Enfin l'anecdote, en date du 17 octobre, donc avec son lot de désinformation, on va dire, cette frappe, donc le 17 octobre, qui touche l'hôpital Al-Ali Arabi de Gaza. Et vous écrivez, sans désemparer, le Hamas a fait état de 471 morts, pas un de moins. Le Monde, le journal, et le New York Times se sont précipités pour reprendre l'information comme si elle émanait du journal officiel. Quelles leçons vous en avez tirées? Quelles leçons vous en tirez? Mais je veux dire, l'idéologie médiatique fait fond, et c'est normal de son point de vue, sur les informations qui lui plaisent. On n'est plus du tout dans l'objectivité journalistique qui nécessite de la distance, mais ça de tous les côtés, nécessite de la vérification. On est dans le militantisme journalistique. Donc, alors, je parle du Monde mais même de Libération, qui exhibe un bébé qui n'avait rien à voir avec la Palestine, un bébé mort. Mais ce que je veux dire, tous les matins que Dieu ou le diable faisait, et fait encore d'ailleurs,
l'audiovisuel de service public, oui, parce que vous en parlez tel aussi, que je l'appelle, donne les bilans victimaires du Hamas comme s'il s'agissait du journal officiel et quelquefois même sans plus les sourcer, sans même dire que c'est le Hamas. On précise aujourd'hui que l'ONU valide ces chiffres. Vous l'avez vu ça? Non mais l'ONU, c'est enfin, l'ONU, mais très souvent aussi. On nous dit aujourd'hui 30 000 morts. Mais bien sûr, mais c'est je veux dire, l'OMS, l'UNRWA, l'UNICEF, qui chaque jour aussi alimentaient les chaînes de services publics, ce sont des filiales de l'ONU dont la majorité automatique condamne 100 fois plus l'État juif que des pays dictatoriaux et sanguinaires comme l'Iran ou d'autres. Donc, considérer l'ONU comme un organe impartial, c'est se foutre du monde. Est-ce que vous avez de la compassion quand vous apprenez que des civils palestiniens meurent? Alors, attendez. Voire des enfants. Voilà. Non, mais, parce que les civils de Gaza, pardon de vous le dire, quand j'entends civils innocents, c'est, pour moi, qui semblerait être un pléonasme, il arrive que ça soit un oxymore. Parce que moi, j'ai encore dans la tête, d'abord, ce sont les civils de Gaza qu'on fait venir au pouvoir le Hamas, d'accord ? C'était pas ce qu'espérait Sharon. Mais là, vous faites une allusion à ce qui s'est passé le 7 octobre, quand on parle des civils de Gaza. Oui. Je suppose. Non. Oui, notamment, oui, vous avez raison. Lorsque on ramène les otages dans Gaza et que les civils de Gaza tapent sur les otages, j'arrive pas à les considérer comme si des civils innocents. Ça veut dire, c'est normal qu'ils soient tués ou pas? Pas du tout. Ah, d'accord. Non, ne caricaturez. Non, c'est une question. Non, mais c'est pas parce que je suis... C'est justement pour vous faire préciser les choses. Non, c'est parce que... Oui, mais je comprends. C'est pas parce que je suis franc que je suis idiot. Je dis simplement que tous les civils de Gaza ne sont pas innocents. Point 1. Parmi les civils, si je dis tous, c'est que certains civils de Gaza sont innocents. Et tous les enfants de Gaza sont innocents par nature. Donc, si vous me demandez si j'ai de l'empathie et si ça me fait de la peine de savoir que des bébés à Gaza, que des enfants à Gaza meurent sous des bombardements, ça me fait de la peine. Mais pour autant, je ne perds pas mon intelligence, d'accord ? Et je sais que le seul même responsable de ça s'appelle le Hamas. C'est le Hamas qui les utilise comme bouclier civil. C'est le Hamas qui a déclenché cela. Israël fait tout ce qui est possible, tout en voulant préserver la vie de ses soldats, pour essayer d'éviter la mort des civils, innocents ou pas innocents d'ailleurs. D'accord ? Donc, c'est pas pour autant que je me batte la coulpe. Voilà. Alors, on poursuit. Vous écrivez, je vous cite, le juif a deux sortes d'ennemis, l'antisémite enragé et le philosémite déçu. Et vous citez des exemples. Par exemple, l'exemple du philosémite déçu, qui... Edwy Plenel. C'est pas pour autant que je lui décerne pour autant un brevet de non-antisémitisme. Oui, d'accord. Non, mais vous allez expliquer pourquoi philosémite oui, déçu. Mais écoutez, il est la caricature la plus archétypique, si j'ose ce pléonasme, du philosémite déçu. Voilà quelqu'un qui considère le juif en pyjama rayé, le juif déporté ou le juif brûlé ou tué dans les chambres à gaz, comme réellement, dans notre monde post-chrétien, comme le nouveau Jésus mort dans le cadre d'une nouvelle crucifixion. En gros, un bon juif est un juif mort. C'est ça que ça veut dire ? Alors, je ne suis pas sûr que... Non, parce que je ne suis pas sûr que M. Plenel considère les Juifs qui sont tués actuellement en Israël comme des bons Juifs. Non, je dis simplement que dans sa perception post-christique, le Juif en pyjama rayé et Jésus, c'est le Juif sanctifié. Et donc, c'est qui... Enfin, même si Plenel n'est pas très chrétien. Mais je parle d'un monde post-chrétien. Pardon, mais toutes mes constructions appellent à l'inconscient. Je m'interroge sur l'inconscient collectif de mes contemporains. D'accord ? Donc, ce monde... D'ailleurs, ça nous mènerait loin, donc je ne veux pas aller... Parce qu'on a plein d'autres sujets. D'accord, mais ce que je veux dire, qui est le contraire
du juif rêvé, adoré en pyjama rayé. Qui est le juif abhorré? C'est le juif en uniforme kaki. Contrairement, celui qui se défend et celui qui tue. Vous avez écrit ça à plusieurs reprises dans ce livre, le juif en uniforme kaki, donc le soldat de Tsahal. C'est Judas. Donc, pour Plenel, le juif en Judée qui se défend, c'est Judas. C'est le contraire de Jésus en pyjama rayé. L'antisémitisme, vous dites, il a changé de trottoir. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après vous. Même si je sais ce que ça veut dire, mais c'est pour nos auditeurs. Écoutez, vous allez leur expliquer. Donc, principalement, l'antisémite marchait, il y a encore 50 ans, sur le trottoir de droite. Je dis pas qu'il y avait pas il y a 50 ans, il y a moins de 50 ans. Bon, il y a moins de 50 ans. Et encore aujourd'hui. Non, mais... On est d'accord. Bon, je vous laisse parler. La majorité des antisémites marchaient sur le trottoir de droite, même si vous aviez des antisémites qui marchaient sur le trottoir de gauche. La majorité, la grande majorité. Aujourd'hui, au contraire, la majorité des antisémites marchent sur le trottoir de gauche, sur vraiment la partie extrême du trottoir de gauche, même s'il y a quelques antisémites qui marchent encore sur le trottoir de droite. Les choses ont totalement changé, puisque le juif a changé, monsieur Aziza. Alors, le juif a changé, peut-être, mais là, il y a toujours des antisémites de droite et d'extrême droite. Autour de Marine Le Pen, on va parler d'elle, il y a des antisémites, notamment Frédéric Chatillon, et vous avez dit, il y a quelques années, je me souviens, j'avais écrit un livre, j'étais venu vous voir, Tisco m'avait dit, Frédéric Chatillon, c'est un problème pour Marine Le Pen. Il a toujours des liens avec elle. Je ne sais pas. Bon, je sais pas. Là, c'est monsieur Aziza qui le dit. D'accord. Alors, en tout cas, je pense pas qu'elle le fréquente avec beaucoup d'assiduité. Est-ce que Le Pen et le Rassemblement national sont devenus fréquentables? Par exemple, on va parler très précisément. Est-ce que vous comprenez, parce qu'il y a eu une polémique à propos de ça, les embrassades de Meir Habib bien sûr. À Jordan Bardella, pour nos auditeurs, il faut savoir de quoi on parle. Mercredi, dans la cour des Invalides, en marge de l'hommage national aux victimes françaises du Hamas, après qu'il s'en soit pris à Manuel Bompard. Ça passe pas. Vous comprenez que ça ne passe pas? Moi, je pense que ça passe très bien. Non, ça passe pas. Non, mais je vous assure que c'est là où nous avons, vous et moi, Non, mais monsieur Aziza, Frédéric, c'est là où nous avons une perception différente de la communauté juive française d'aujourd'hui. Non, mais je vous dis pas ce que je pense. Non, mais je vous dis que ça... sur monsieur Aziza, Frédéric, même sur France Inter, hier... Le Simon Le Baron, si ma mémoire est bonne, qui est un type de gauche, a dit qu'on voyait l'évolution de la communauté juive française dans le fait que M. Meir Habib avait engueulé Bompard alors qu'il avait embrassé comme du bon pain Bardella. Ça montrait, Jordan de son prénom. Ça montrait donc l'évolution de la communauté juive française. Ça vous choque pas, ça? Ça me fait plaisir. Pourquoi ça vous fait plaisir? Pardon, mais je suis peut-être. Parce que, on va préciser les choses, Vous avez vu les attaques contre vous. On dit, Gilles William Gonadel est un juif d'extrême droite. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Gilles William Gonadel, d'abord, il ne se considère pas comme une très grande victime médiatique. Gilles William Gonadel, il n'est pas en odeur de sainteté à Saint-Denis, sans doute, mais de manière générale, d'abord, l'épithète d'extrême droite, elle est tellement dévaluée, elle ne veut tellement plus rien dire. Si vous saviez à quel point ça ne me gêne pas que quelqu'un veuille m'étiqueter comme ça. Mais vous dites je suis d'extrême, vous assumez ou pas? Non. C'est vrai que je vous pose la question. Non, mais ça ne veut strictement rien dire. J'ai pas le temps, mais je m'en fous. Je m'en fous. Non, mais j'ai pas répondu sur l'histoire. Il ne me choque pas que mon ami Meir Habib engueule quelqu'un qui considère le Hamas avec faveur, qui regarde de manière énamourée le Hamas et embrasse quelqu'un qui a montré sa solidarité totale avec l'État d'Israël dans la peine. Ça me paraît pas une démarche totalement masochiste. Et on poursuit. Est-ce que ça veut dire que pour vous, Gilles William Gonadel, le salut des Juifs français passe par le Rassemblement national? Pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, le salut des Français, en ce compris les Juifs, passe par ceux qui combattent avec le maximum d'âpreté l'antisémitisme
islamo-gauchiste et l'immigration massive qui l'a favorisé. Ça peut être les républicains de M. Scotty, ça peut être Éric Zemmour, ça peut être Marine Le Pen, mais ça ne peut certainement pas ceux qui peuvent s'acoquiner avec aujourd'hui les soutiens de l'antisémitisme. Ça, c'est sûr. Zemmour, d'ailleurs. Oui. Vous êtes ami avec Zemmour. Oui, depuis 40 ans. Hein. Depuis 40 ans. Est-ce que ça vous a choqué quand il a réhabilité Pétain pendant la campagne présidentielle ? Mais j'ai eu un débat. Ouais. J'ai eu un débat chez Ardisson. Ouais. À quel point mais c'était avant, parce qu'il était, ça l'embêtait qu'on parle de ça. Ouais. Ça l'embêtait si on n'avait pu lui parler d'autre chose. Chez Ardisson, quand j'étais chez Ardisson, je lui ai dit que il ne serait pas français. De par c'est Pétain qui a révoqué le décret Crémieux. Lui qui vient d'Algérie et qui tient tant à la France, il ne serait pas français de par Pétain. Donc je suis désolé. Il y a des choses que vous n'acceptez pas. Mais il y a des choses que je n'accepte pas. Mais c'est pas pour autant. C'est pas parce qu'il se trompe qu'on doit l'enfermer dans un ghetto. Et Zemmour, ça peut être l'avenir de la France ? Avec Marine Le Pen ? Écoutez, mais pourquoi pas ? Mais je vous pose la question. Mais en tous les cas... 2027, ça peut être Zemmour-Le Pen ? Sur le papier, je donnerais, si on me faisait parier, je donnerais, me semble-t-il, plus de chance à Marine Le Pen qu'à Éric Zemmour. Vous pouvez voter Marine Le Pen en 2027 au premier tour, dès le premier tour ? Je ne l'exclus pas. Vous avez déjà voté Marine Le Pen ? Je ne l'exclus pas. Je vais vous dire pourquoi je ne vous réponds pas là-dessus. Non, mais je vais vous dire pourquoi je ne vous réponds pas là-dessus. Ouais. Comme je suis dans les médias, je veux pouvoir préserver mon objectivité quand je parle. Raison pourquoi je ne vous dirai pas pour qui je vote ou pour qui je voterai. Mais en tous les cas, je ne l'exclus pas, monsieur Azila. Vous l'excluez pas. Retour à votre journal de guerre, en date du mardi 10 octobre. Vous en parliez tout à l'heure. Israël riposte par des bombardements massifs sur une zone urbaine, comme les Alliés sur la France occupée, Gaza assiégée. J'entends ici prendre date, c'est vous qui l'écrivez, le grand pogrom commis par les islamo-nazis à 3 jours, et la vraie riposte d'Israël n'a pas encore commencé. Et vous poursuivez, je ne donne pas encore 3 jours pour qu'Israël soit nazifié et les Arabes de Palestine peints en martyrs génocidés. 4 mois après. Ah oui, je ne me suis pas cruellement trompé. Et puis même, c'est pas 4 mois après, c'est venu très rapidement. Et bien sûr, et Israël a été traîné devant la Cour internationale pour génocide. Et j'ai écrit dans le Figaro que même s'ils savaient bien, l'Afrique du Sud, qu'il n'y avait pas de chance, aucune chance, et on a vu comment finalement ils se sont plantés, le plaisir pornographique était dans l'escalier. Et plus c'était injuste, meilleur c'était. Il y a un plaisir rituel qu'on retrouve à l'ONU de condamner le seul État juif. Vous comprenez ça ? Au moins depuis 73. La résolution, c'est 74. 75, le sionisme égale racisme, c'est 75. Oui, mais même avant déjà, ça avait commencé. Mais il faut bien comprendre que ce soit le peuple de la Shoah qui soit considéré comme fauteur de génocide. La nazification de l'État d'Israël. La nazification, ça c'est vraiment... Pardon de le dire, puisque je vois l'inconscient collectif. C'est de l'ordre du plaisir érotique. Plaisir érotique, ça n'en est pas un, c'est une question sérieuse. Oui. Comment vous envisagez l'après-guerre de Gaza ? Est-ce que vous croyez en la paix ? Et surtout, est-ce qu'Israël peut vivre éternellement en guerre avec ses voisins, avec les Palestiniens ? Même si avec ses voisins, il y a des traités de paix, mais il y a des traités de paix avec les chefs d'État, la rue arabe, elle est moins favorable à la paix. Vous savez, moi j'étais, contrairement à mon ami Meir Habib, moi j'étais favorable aux 2 États. Ah oui ? Ah oui. Jusqu'à quand ? Mais encore aujourd'hui ? Mais non, le problème, quelqu'un, je ne sais plus comment il s'appelait, ce grand Israélien qui est venu m'expliquer, j'étais président de France-Israël, je pense déjà, ou vice-président, je ne sais plus. Il était venu m'expliquer Oslo. Ça me plaisait bien, Oslo. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe si jamais les Palestiniens ne jouent pas le jeu ? On arrête tout de suite. Ah bah ça me plaît. Alors dans ce cas-là, moi je suis partant, puisque moi je n'ai pas la religion des territoires, moi, contrairement à certains. Peut-être parce que vous n'êtes pas très religieux, c'est peut-être ça. Mais même si je me connaissant comme je le connais... Parce que vous vous définissez comme juif laïque, je crois. Oui, mais c'est plus compliqué que ça chez moi. C'est plus compliqué que ça. Mais me connaissant comme je me connais, je pourrais parfaitement concevoir aller, dans le cadre irénique de la paix, aller prier à Hebron
même si Hebron n'est pas israélien, si ça se passe bien. Il faut juste le pouvoir. Hein. Non, mais ce que je veux dire, ce que je veux oui, dire, oui, je comprends moi, je préfère un petit chez moi qu'un grand chez les autres. Et alors, on poursuit, parce qu'il nous reste 10 minutes, plein de questions. Alain Finkielkraut, il était à votre micro la semaine dernière, et qu'est-ce qu'il disait ? Il dit que pour qu'une solution émerge entre Israéliens et Palestiniens, il faut un nouveau leadership palestinien, vous êtes d'accord ? Mais aussi une nouvelle donne politique en Israël avec un gouvernement débarrassé de ce qu'il appelle sa frange politique extrêmement dangereuse. Il parle de Ben Gvir et Smotrich. Il parle aussi de Netanyahou. Il dit Netanyahou est leur complice. Est-ce que vous partagez l'analyse de celui que vous appelez très affectueusement dans votre livre Finki ? Ben oui, j'ai beaucoup d'affection. Et vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Est-ce que on va penser l'après-guerre. On a vu la guerre de Kippour, vous l'avez connu, la guerre de Kippour. Golda Meir a dû quitter le pouvoir. Bien sûr, mais voilà. À part le mot complice, je dirais plutôt victime. Ouais. Et je l'ai dit à Bibi quand il était à Paris. Je lui ai dit tout le mal que je pensais de sa coalition. Pourquoi ? Mais donc, il faut aller vite. Oui, donc, je suis d'accord. Il faut, par amour d'Israël, que Bibi se sacrifie et quitte le pouvoir une fois que la guerre sera gagnée. Ouais. Oui, c'est ce que je pense. Grand Premier ministre. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais. Il est infiniment moins brillant que Benjamin Netanyahou. Mais il en impose, en général. Mais de toute manière, pragmatique. Il faut tourner la page. Je dis pas du tout... C'est important ce que vous dites. Mais bien sûr, mais je dis... Tourner la page de Netanyahou. Oui, mais par amour. Il faut que Bibi le comprenne par amour d'Israël. Pas parce que je lui reprocherais je ne sais quelle faute. Par amour de son peuple. Et par amour de son peuple, bien sûr. C'est important. J'en suis convaincu. C'est important ce que vous dites. Alors, vous détaillez un certain nombre de cibles dans votre livre, comme, notamment, vous allez parler des autres, Amnesty International, qui a réussi, selon vous, à populariser, au-delà de toute désespérance, le mythe grossièrement mensonger d'Israël, État d'apartheid, repris, je vous cite, avec allégresse par une bonne partie de la presse de la gauche extrême. Ben oui, je cible. Et vous en ciblez d'autres. Je cible le Médecins sans frontières. Que vous ciblez d'ailleurs tweet après tweet, déclaration après déclaration. Je cite, avant le scandale, je cite l'UNRWA. Tous ces gens-là ont été repris par la presse. Et autre cible. Et Amnesty International, champion du monde, qui soutenait le type qu'on a fait condamner en justice, qui soutenait l'auteur du massacre de la rue Copernic. Autre cible. Ça m'a amusé. Daniel Schneiderman et l'un de ses tweets relativisant les massacres du 7 octobre. Je cite ce tweet. Qu'auraient fait les résistants si des familles allemandes avec nourrissons et grands-parents étaient venus installer des colonies dans les villages français ? Schneiderman. Non, mais c'est tellement stupide. D'abord, il ne relativise pas, il justifie. Oui, il justifie. C'est bien pire. Mais c'est tellement stupide et ignoble. Je dirais pas stupide, je dirais plutôt c'est ignoble. Stupide. C'est stupide parce que je ne sache pas que les résistants français s'en soient pris à des enfants allemands. Non, stupide dans la mesure où ça a l'air de relativiser ses... C'est plus que ça, ça les justifie. Non, relativiser ses propos à lui, je dis pas relativiser ses propos à lui. Non, mais c'est criminel, c'est monstrueux, c'est dégueulasse. Benzema. Oui, je connais moins le problème de Benzema. Oui, enfin, moi, je ne m'intéresse pas beaucoup au foot. Je n'ai pas grand-chose à dire sur lui, franchement. Et alors, l'audio, comment vous dites ? L'odieux-visuel de services publics. Mais pourquoi vous leur en voulez tant ? Alors, j'en veux... Et alors, je vois une chose, vous leur en voulez beaucoup, et pourtant, vous êtes tout le temps branchés sur France Inter. Dans mon livre. Tout le temps, tous les jours, chez Pascal Praud, tous les jours. Frédéric Aziza. J'envisage même la piste masochiste. Mais je préfère quand même le fait que c'est un acte qui me coûte de vigilance citoyenne. Parce que je suis capable de bien en parler. Le pluralisme est un gros mot chez eux. Tous les éditorialistes sont à gauche. Tous les humoristes, ou presque... Vous appréciez Sophia Aram, J'apprécie maintenant. On n'a pas toujours été amis. Mais j'apprécie maintenant Sophia Aram. Elle était merveilleuse, Sophia Aram, pendant le conflit. Je dis bien merveilleuse. Alors on poursuit. Il nous reste 6 minutes. Il y a plein de choses à voir. Il faut parler d'un tas de choses. Mercredi, dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de l'hommage aux victimes françaises du Hamas, Emmanuel Macron a dénoncé ce qu'il a appelé le plus grand massacre antisémite de notre siècle. C'est ce que vous dites aussi, Vous dites bravo Macron ?
Oui, mais vous savez... Très rapidement. Où est-ce que vous dites... Mais le problème, c'est qu'il était dans un bon jour. Ouais. Sauf que M. Macron est capable de ne plus parler du Hamas pendant 2 mois. Ouais. Et demain, je ne sais pas ce qu'il va dire. Alors, en tout cas, il a dit ça. Pardon, d'avoir une pensée constante et de penser que la parole de M. Macron est tellement dévaluée que je fais moins attention et à ses bons jours et à ses mauvais jours. Alors, bonjour pour M. Macron, mauvais jour pour d'autres. Un discours du président prononcé devant une délégation de députés LFI conduite par Mathilde Panot avec Manuel Bompard, Émeric Caron, Éric Coquerel et Caroline Fiat, présents en dépit de l'opposition des familles. C'est quoi? C'est de l'indécence ou c'est de la provocation ou c'est les deux à la fois ou c'est autre chose? Moi, c'est la première fois, très sincèrement, c'est ce que je disais hier chez Pau. C'est la première fois, à ma connaissance, que le complice du bourreau se rend aux obsèques de sa victime, malgré la demande, malgré les supplications des enfants des victimes. C'est la première fois que je vois ça. Alors pourquoi? C'est quoi? Indécence, provocation, crachat sur la tombe, très sincère. J'ai renoncé, alors vraiment, j'ai renoncé à totalement investiguer ce qui se passe dans le cerveau malade d'un insoumis. Cerveau malade? Alors, il y en a un qui n'est pas vraiment malade. Il y en a d'autres. Ils ne sont pas tous uniformes. François Ruffin. Il a pris sa distance avec ses démarches. On va préciser ce qu'il a dit quand même. Il a dit un peu ce que vous dites. Il a pris donc ses distances avec la démarche de ses collègues députés en rappelant que les parents qui pleurent, leurs enfants ont tous les droits. C'est digne, non? Non. Ah bon. Écoutez, non, monsieur Aziza. Quand on dit ça, on va jusqu'au bout de ces constatations et on quitte ce parti. Alors, Jean-Luc Mélenchon et ses amis de LFI multiplient depuis des années, pas seulement depuis le 7 octobre, depuis des années, les déclarations et les tweets au relent nauséabonds, donc sur le CRIF, sur des personnalités d'origine juive comme Yael Braun-Pivet, comme Elisabeth Borne, comme Rutel Krief, même si vous ne les appréciez pas forcément, c'est un constat qu'on peut faire. Ou Pierre Moscovici, c'est dès 2013, il disait qu'il préférait la finance, il parlait des finances plutôt que français. Mélenchon, c'est quoi? Monsieur Aziza, la détestation commune des insoumis, c'est ce qui nous a réconciliés, vous et moi. On va d'abord dire ça pour être franc, d'accord? Bon, Mélenchon est un antisémite patenté. C'est quelqu'un qui considère que le peuple juif est le peuple déicide. Et à l'instar de ce que disait Chavez. Il avait dit à peu près ça. Mais il a dit ça. Il a dit ça, je sais bien qu'il a... Bon, d'abord, il a considéré que c'est le grand rabbin d'Angleterre qui était fautif pour avoir fait battre son grand ami, l'antisémite Corbyn. Pas seulement le grand rabbin d'Angleterre, le CRIF. Le CRIF, français, il avait dit le grand rabbin d'Angleterre, les réseaux du Likoud et le CRIF. Je ne savais pas. On ne savait pas que le CRIF était influent en Grande-Bretagne. Il est déjà peu en France. Mais on en parlera un autre jour. Il y a votre ami, Amin El-Khatmi, il avait dit ici, c'est une ordure antisémite. Alors ça, je ne le dirai pas. Ça, je le dirai pas parce que je le dirai pas, monsieur Aziza, parce que c'est un avocat qui vous parle et vous voyez, ça limite mon masochisme. Voilà. Et quel regard vous portez sur le parcours de Mélenchon? Certains disent c'est un parcours à la DA, à la Doriot. Ça vous le constatez ou pas? Écoutez, je vois pas comment on ne peut pas automatiquement comparer Mélenchon à Doriot. Ça, je le dis et je suis assez tranquille juridiquement pour vous le dire. Il faut l'argumenter, vous êtes avocat. Écoutez, voilà un discours populiste d'extrême gauche qui émane d'un antisémite et qui va jusqu'à fermer... L'antisémite, c'est Mélenchon? C'est Mélenchon. Mélenchon antisémite. Monsieur Mélenchon est antisémite, je viens de vous le dire. C'est pour l'entendre, je viens de vous le dire. Qui émane d'un antisémite et qui regarde avec une bienveillance particulière les massacreurs de juifs. Pardon de vous dire que ça ressemble à M. Doriot. Le LFI, c'est le parti antisémite, on a le nouveau parti anticapitaliste, nouveau parti antisémite. Oui, c'est bien dit. Oui, c'est bien dit. Dans vos mots, vous dites quoi? Oui, je dis que c'est le nouveau parti antisémite, c'est bien dit. Mais le NPA... Et on le poursuit pour apologie de la violence. 12 juifs ont été assassinés en France, je crois que c'est 12, depuis l'assassinat d'Ilan Halimi. Est-ce qu'en faisant de telles déclarations, en choisissant une telle stratégie, s'agissant notamment de la guerre d'Israël contre le Hamas, Mélenchon et ses amis peuvent
favoriser le passage à l'acte antisémite. Est-ce qu'on peut dire que Mélenchon et ses amis de LFI arment les tueurs antisémites? J'ai écrit, monsieur, j'ai écrit que je tiendrai pour responsable. Non, mais vous l'avez écrit, mais c'est pour nos éditeurs. Je tiens pour moralement responsable l'augmentation exponentielle de l'antisémitisme au sein de la communauté musulmane de France. Vous avez 43% de musulmans qui tiennent le Hamas, qui décapite des bébés pour un mouvement de résistance. J'en veux moins à ces musulmans qu'à un parti français qui légitime le Hamas. Donc j'ai écrit que je tiendrais pour responsable de la mort éventuelle de juifs français ce parti qui a... Ils arment les tueurs antisémites. Bien entendu, il les légitime, il les justifie, mais ils arment aussi d'ailleurs tous les tueurs islamistes de Français. Permettez-moi de vous le dire. Tueurs de flics aussi, vous parlez. Mais bien, comparaison entre un juif, policier... Mais c'est parce que, pardon de vous le dire, même si ça vous embête un peu plus, parce que vous adhérez moins dans mon discours, ils ont une profonde détestation pour le blanc occidental français. Et vous dites aussi, vous précisez hétéro. Je ne sais pas pourquoi. Vous dites, vous définissez... Dans leur ligne maintenant wokiste... Oui, j'ai lu votre livre. Bravo, je vous en félicite. Mais dans leur ligne maintenant wokiste... Le mâle blanc est détestable. Raison pourquoi leurs féministes n'en veulent pas à ceux qui ont violé les femmes des kibboutz, moins parce qu'elles étaient juives que parce qu'elles étaient blanches, et parce que surtout, elles ont été violées par des blancs, par des mâles qui n'étaient pas blancs, donc pas forcément détestables. Dernière question. En date du 7 décembre, c'est dernière ligne de votre livre, vous écrivez, donc en conclusion du livre, « Je ne sais écrire qui de la cruauté là-bas ou de l'injustice ici m'aura fait le plus de peine. Une partie de mon bonheur est derrière moi. » Ça, c'est vrai. 2 mois plus tard, où est-ce qu'on en est? Où est-ce que vous en êtes? Ça, c'est vrai, mais enfin bon, c'est malgré tout une formule de style, parce que je ne compare pas mes états d'âme évidemment, détestant l'injustice avec la mort de nos bébés et de nos femmes. Mais c'est ce qu'on a en tête. Et c'est ce qu'on a en tête quand même. Merci en tout cas. Avant de conclure, Gilles-William Gonadel, je rappelle que votre livre, en tête des ventes du site Amazon, c'est ça? Oui, absolument. Je ne me trompe pas. Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine, est paru donc aux éditions Fayard. Bonne fin de journée sur Radio J. À dimanche prochain. Merci. Merci, Frédéric.